Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais à nouveau vous féliciter parce que vous avez choisi cette chaîne, vous avez choisi cette émission en dehors des tentatives, évidemment, d'usurpation de cette tranche horaire. Félicitations à nouveau, merci de votre fidélité. Je voudrais également remercier tous ceux qui nous envoient des sujets, en particulier des choses un peu croustillantes. Ne vous inquiétez pas, ils seront traités et on vous en rendra compte. Alors ce soir, je crois que c'est la 3e, c'est bien ça. Nous avons des stars à nouveau et des petits nouveaux. Alors je vais commencer par les petits nouveaux, bien évidemment. Francette Florimond. De la saison. Ravie d'être là. C'est la reprise pour moi, donc petite nouvelle, effectivement. Félicitations, vous avez tenu le choc, c'est bien. Et puis Christian Ursulé, merci d'être revenu en dépit de tous les conseils qui vous ont été prodigués sur le fait de ne pas participer à cette émission, n'est-ce pas? C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Non, j'étais bien content d'y participer depuis pas tellement longtemps, oui. Finalement. J'étais invité sur une autre chaîne qui, je ne sais pas pour quelle raison, ne m'a plus invité. Mais vous le savez maintenant. Vous le savez. Je crois savoir pourquoi. Voilà. Donc j'étais bien content d'être sur la TV. Et puis, à condition d'y être une fois dans le mois, et puis s'il y a besoin de remplacement. Très bien, ne vous inquiétez pas, on avait comme objectif de vous faire venir chaque semaine, mais c'est raté, puisque vous ne voulez pas. Je rappelle que Christian Ursulé, pour les petits nouveaux qui arrivent, a été très longtemps un syndicaliste destructeur de... Je vous laisse. J'ai le droit d'exprimer, Christian. Il faut la laisser terminer. Bâtisseur. Non, attendez. Destructeur d'idées préconçues, on va dire ça comme ça. Hein, c'est bien rattrapé. De poncifs, voilà. Pas du tout, c'était prévu. Je savais qu'il allait réagir, bien évidemment, puisqu'on passe notre temps à le taquiner. Et il a été un des dirigeants majeurs de la santé avant de choisir d'être chroniqueur sur la TV. Je rappelle que Francette Florimond embête tous les grands groupes en publiant régulièrement leurs comptes. Ça lui vaut bien évidemment toutes les critiques du monde, mais on l'aime. Mais du respect, voilà. Bon, et du respect, mais on l'aime quand même. À ma droite, oui. L'une des collectionneuses de droits de réponse les plus importantes de l'histoire de la chronique de télévision. Je plaisante, Claude Titina, consultante. Bonsoir. Que nous accueillons, bien évidemment. Et puis un ex-petit nouveau qui, bien évidemment, va prendre racine, ça c'est clair. Olivier, ne vous inquiétez pas, c'est en négociation. Olivier Jean-Marie, qui est un écrivain, qui est un observateur du monde politique en particulier, et puis de la société martiniquaise, et qui a plein de choses à nous dire. Bon, cette semaine, ça a été chaud quand même. Hein. Ça a été chaud, on a des sujets fantastiques. Alors, on a d'abord le sujet gag de la semaine, c'est la SOR. Alors, je vous rappelle que le PDG de la SOR avait dit oui. La SOR va se casser. Et là, je lis, la SOR ne se casse plus. Dès comme ça, il y en a d'autres. Sujet. Après plus de 2 heures de négociations dans la salle de réunion de Cap-Nord, les élus et la direction de la SOR sortent enfin. Les salariés à l'extérieur espéraient l'annonce du paiement de leur jour de grève. Une énième réunion est proposée. Nous avons demandé la SOR de convoquer les 48 agents transférés de la SOR et puis secrétaire général. Pour nous parler d'abord entre nous, pour nous comprendre un certain nombre de bagailles, et puis à partir de réunion, nous allons regarder qui suite nous capable. Du côté des syndicats, beaucoup de fermeté. Une réponse commune doit être apportée à tous les salariés. La proposition qui nous est faite de rencontrer les 47 salariés qui sont issus de la SME de par le contrat de délégation de service public avec la SOR et de vérifier s'ils ont bien perçu les 3 000 € et ainsi de suite. Ce que nous disons, quand bien même on peut discuter de ces salariés-là, c'est l'ensemble des salariés de la SOR qui est l'entité qui a pris la délégation de service public qui est concernée, à savoir les 47 transférés, plus ceux qui étaient déjà présents. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se contenter d'une solution partielle. Après ces 2 mois de grève, les négociations se poursuivent, donc aucune rupture de contrat n'est envisagée entre Cap-Nord et la SOR à ce jour. Pour le moment, je n'ai pas entendu
au niveau de la présidence de Cap-Nord ni des élus présents qu'il y avait une rupture envisagée. Il y a des éclaircissements à apporter sur la mise en œuvre du contrat de Cap-Nord et notamment la partie sociale. Nous entendons apporter tous les éléments que nous avons en main, comme nous l'avons fait hier avec le préfet, mais nous entendons aussi que ce ne soit pas une seule partie qui pèse parce qu'elle pèse un poids financier. Les membres de la direction de la SOR n'ont pas tenu à s'exprimer. Bon, vous l'aurez rectifié vous-même, tout ça c'est du passé bien évidemment, puisqu'il y a, alors chose extraordinaire, un procès-verbal de désaccord qui a été signé, ne souriez pas, je vois Claude sourire, en même temps qu'un PV de fin de conflit. Alors c'est assez fantastique, Francette, la SOR se casse, elle ne se casse plus, la prime de 5 000 € ne doit pas être versée aux non-grévistes, elle sera versée aux non-grévistes, la prime de bienvenue devait être versée en plusieurs fois, elle sera versée en solde en octobre, les jours de grève devaient être payés, ils ne seront pas payés, mais ils seront payés avec la prime de 5 000 €. C'est quoi ce truc ? C'est pas très élégant tout ça en termes de négociation sociale. C'est pas très élégant. Parce que ça va faire jurisprudence, ça. Je ne sais pas si ça fera jurisprudence. Ce sera en tout cas de la mauvaise jurisprudence. Parce que pour l'instant, ça fait entendre dans un reportage que bon, on va recevoir les 48 et nous qui parlons. Au bout de 2 mois, on se met à parler. Waouh! De voir qu'il y a des sommes qui sont avancées. Est-ce qu'on les paye à moitié, etc. Tout ça, c'est des petites choses qu'on peut régler très rapidement s'il y a des gens sensés Alors, dans ma question, c'est pourquoi ça n'a pas été réglé avant ? Parce que je pense qu'il y a autour de la table des gens qui sont encore dans une posture d'ancien temps, quoi, de la négociation. Un conflit, ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent évoluer. Donc, c'est pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille que dans une famille, etc. On discute. Mais là, la structuration de la discussion est viciée, quoi. Et puis, moi, je me dis, à aucun moment, et c'est ça qui chaque fois me questionne et me chagrine, c'est qu'à aucun moment, le bien commun n'est pris, parce qu'on est sur de l'eau, on n'est pas sur de la boisson, on est sur du Coca-Cola, enfin bref, on est sur de l'eau, ouais. Quelque chose d'essentiel qu'on doit avoir à la vie. Donc, et en plus, quelque chose qu'on a gratuitement, quoi. Ou quasi gratuitement. Oui, non, enfin, mais je parle du fermier et de ses salariés. De celui voilà, qui exploite. Qui exploite. Ouais. Après, il y a qu'à faire nous payer, ça, il n'y a pas de problème. Ah bah oui. Mais n'empêche qu'on est sur quelque chose d'essentiel à la vie. Et là, on est dans un processus de négociation d'ancien temps, quoi. De gens qui ne se rendent pas compte qu'ils privent des personnes de ce liquide essentiel. Donc c'est pour ça que pour moi, tout le monde perd, là. Tout le monde perd. Alors évidemment, on va taquiner, parce qu'on l'a sur le plateau, on va taquiner le spécialiste de la négociation syndicale pendant un certain nombre d'années. 20 ans. 20 ans. C'est pas un peu ridicule, ça ? Un protocole alors déjà, un procès-verbal de désaccord. Voilà, procès-verbal de désaccord. J'ai cherché, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu, pas en Martinique, mais il y en a eu avec un PV de fin de conflit. Bon, qui va payer les conséquences économiques des coupures d'eau qui ont touché des entreprises, des particuliers ? Est-ce que sur les factures, il y aura un petit rabais, une petite réduction ? Est-ce que c'est des questions qui vous préoccupaient, vous, quand vous étiez de l'autre côté de la table ? Absolument. Je vais d'ailleurs, dans les temps qui viennent, qui vont venir, publier, j'espère, des thèses sur un certain nombre de sujets. Et aussi des thèses sur les luttes sociales et le syndicalisme. Je pense qu'on ne peut pas, si un syndicat ou un mouvement social fixe des revendications, des méthodes de lutte qui sont complètement contraires à l'intérêt public, à l'intérêt collectif, il se trompe. Parce qu'il met le pays et la population contre lui. Or, l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif est de, évidemment, défendre les intérêts des salariés, des travailleurs, mais l'intérêt des travailleurs, des masses populaires, ne peut pas être contre l'intérêt de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs parents, etc. Bon, ça, c'est un principe. Donc, je me poserai cette question-là. Mais dans ce conflit-là, comme dans tous les conflits d'ailleurs, la question, c'est quelle est la faute originelle ?
Après, on peut discuter des modalités. Vous avez raison, par exemple, vous êtes trompé tactiquement là, etc. Qu'est-ce qui a provoqué le conflit? Quelle est la faute originelle? Et d'ailleurs, moi, je ferais une différence entre une lutte que je vais mener pour gagner, conquérir des droits, augmentation de salaire, en fait des avantages, réduction de temps de travail, jour de congé, des primes, etc. Et puis une lutte que je suis contraint de mener parce que l'employeur ne respecte pas le droit ou des engagements. S'il ne respecte pas le droit et les engagements, je me bats pour qu'il paye les jours de grève. Alors là, on est dans quel scénario? Voilà. On est dans le deuxième. Il ne respecte pas les accords. Il n'a pas respecté. Parce que le conflit, au départ, il est simple. L'Assor gagne Un marché. un marché. Délégation de service public sur l'eau, par Cap Nord. Il doit intégrer 48 personnes et 27 personnes qui sont en place qui ne sont pas intégrées. D'accord? Pour faciliter politiquement l'intégration de tout le monde, que ça tourne et tout, il décide de donner, il se met d'accord, il promet même à Cap Nord de donner une prime de 3 000 euros. C'est écrit. Et c'est écrit. Alors, Sans condition. Petite précision. Sans condition. Petite précision. Une prime de 3 000 euros à qui? Aux salariés qui sont intégrés. Qui viennent du SMEM. Prime de bienvenue. Bienvenue. Voilà, La exactement. SME. D'accord? De la SME. Pardon, De j'ai la dit du SME. SMEM. Ouais, de la SME. De la SME. Il n'y a pas à ce moment-là de critères qui sont définis pour octroyer cette prime. Évidemment, quand les salariés arrivent, ils n'ont pas perdu de temps de travail, ils n'ont pas perdu de jours de travail, ils n'ont rien perdu. Donc les autres qui sont là légitimement disent, mais nous, attendez, ils viennent dans la même boîte que nous, si vous leur donnez, et d'ailleurs c'est légal de ne pas leur donner, si vous leur donnez 3 000 euros, d'ailleurs on va voir sur les 5 000 euros ce qui s'est passé, si vous leur donnez les 3 000 euros, nous on les veut aussi. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Et là l'employeur, je ne sais pas ce qui s'est passé en tête, il dit, non seulement il paye en janvier 1 500 euros, pas les 3 000, Moitié, ouais. mais il dit, après, je vais conditionner les autres 1 500 euros par une série d'éléments. Des conditions de rentabilité, de productivité du travail, enfin une série de choses. La faute lui appartient, un, de ne pas avoir respecté son accord, et deux, d'avoir assorti ça après de conditions pour peut-être ne pas les payer. OK? C'est ça le point de départ. Donc les syndicats avaient parfaitement raison de ne pas accepter et de se battre pour que, comme c'est une prime, tout le monde doit l'avoir. Déjà la prime de 3 000 euros. Et deuxièmement, ce n'est pas nous qui sommes fautifs, c'est vous qui êtes fautifs de ne pas avoir respecté un accord. Je me bats pour ne pas être pénalisé encore et pour que vous payiez. Au départ, c'est ça. On a enfin un éclairage un peu plus clair, Au départ, de notre important. spécialiste social. De toute façon, on va lui mettre un petit strapontin là et dès qu'il y aura un conflit, on va l'inviter. Olivier, qu'est-ce que ça dit, tout ça, de notre capacité à penser à nos concitoyens, quelle que soit évidemment la faute originelle et puis les conditions dans lesquelles tout ça s'est réglé, mais j'ai l'impression de retrouver, comme Francette l'avait dit, les fameux conflits où on barrait l'autoroute, qui duraient 9 mois, etc., etc. C'est reparti alors qu'on était dans des conditions plutôt cool de dialogue social. Enfin, plus avancé, pas cool, plus avancé. Enfin, je préfère cool, parce que ce Oui, qu'on a vous connu... savez, dans une négociation, il y a deux parties. Et quand vous avez une première partie donc, qui est complètement irresponsable, et je pense donc à la direction de l'Assor, parce qu'à la convention de fin d'année, cette équipe-là n'aura pas le prix du manager de l'Assor. Ça, c'est sûr, parce que si vous voulez, ils ont accumulé Il y a une déjà série... des directeurs qui ont été virés, donc... Ils ont accumulé une série de mensonges, de dissimulation, de manipulation. Et au final, ça leur a coûté beaucoup plus cher, puisque s'ils avaient versé les 3 000 euros donc, aux 85 salariés, donc en intégrant les entrants, ça leur aurait coûté 255 000 euros. Tandis que là, on parle de millions. Non. Aujourd'hui, avec les 8 000 euros, les 8 000 euros par 85, ça leur fait 680 000 euros. Non, mais moi, je parlais des pertes. Oui, mais si vous voulez, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent aussi sur la responsabilité donc, du délégataire. Et j'espère Alors, donnez des noms, le délégataire. L'Assor. J'espère que... Parce qu'il ne faut pas confondre avec Cap Nord. Non, pas du tout. Non. Cap Nord, c'est lui qui délègue. Et donc, j'espère que la Cap Nord va infliger des pénalités financières à l'Assor. Il faudrait les interroger à ce sujet, parce qu'ils sont vraiment responsables de ce conflit-là qui aurait pu être évité.
Très bien. On finit par Claude. Claude, est-ce que Cap Nord doit porter plainte contre les gens qui ont cassé son réseau? Alors, d'abord, je voudrais remercier, si vous permettez, toutes les personnes, y compris des juristes, des avocats, qui m'ont mis des petits messages par rapport à ce que j'avais dit, qu'il n'y avait rien de... Voilà. Mais entre-temps, bon, j'ai eu le président de Cap Nord. Ah. Voilà. Oui, on a eu une longue conversation, on m'a bien expliqué sa position, etc. C'est bien lui qui avait rédigé. Il n'avait pas vu l'émission. C'est bien lui qui avait rédigé. Oui, bien sûr. Il n'avait même pas vu l'émission. Il n'avait pas vu l'émission et c'est sans doute pas lui qui a rédigé le droit de réponse. Mais non, c'est pas grave. C'est pas possible, ça. Alors, parce que je voulais voir sa position et que ça va comprendre les choses. Alors, sur l'histoire des plaintes, alors il semblerait effectivement, en tout cas, il y a eu des je ne sais pas comment on appelle ça, des casses, des choses un peu bizarres sur le réseau qui font que les usagers n'ont pas eu d'eau. Donc oui, il y a un dépôt de plainte parce qu'il y a eu des choses, voilà, il y a une enquête en cours. Il semblerait qu'il y ait d'autres salariés d'un autre fermier qui ait prêté main forte pour couper. Mais enfin, allons dire la vérité. Oui. Il y a eu du sabotage sur le réseau d'Odyssey. Voilà, d'Odyssey. Voilà. Faut le dire quand même. Qui concerne donc la partie Nord-Caraïbes. Ouais. Alors, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir, mais pour aider les camarades. Alors, il y a ça. Solidarité syndicale. Et puis aujourd'hui, il y a quand même les usagers de Cap Nord qui reçoivent des factures hallucinantes, qui n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir. Mais multipliées par 6, par 10. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il y a des gens qui viennent devant la mairie, entre autres de Sainte-Marie, mais pas que. Monsieur le maire, me regardez ce que j'ai reçu. Donc, non. Et lui-même aussi, il me dit, mais j'ai reçu une facture hallucinante. Non, alors là, la sœur a reconnu qu'il y avait au moins 1000 abonnés, à minima, où il y avait eu un bug. Alors, quel bug! Donc ils sont en train de revoir tout ça, on espère pour eux. D'autre part, ce marché, on parlait de pénalité. Le bug est toujours en plus. Exactement, jamais. Et d'autre part, dans ce marché, il devait y avoir l'ouverture d'un point d'accueil à Basse-Pointe. Est-il aillé? Annie. Je sens qu'on va se retrouver avec un nouveau droit de réponse. Pas du tout. Cette fois-là, ça va être la Sor. Il y a un point au Carbet. Au Carbet, finalement, c'est 2 jours par semaine. Parce que ils sont pas encore au point. Donc, effectivement, les équipes, tout le monde regarde pour voir, mais messieurs, qu'est-ce qui ne va pas au niveau du marché? Qu'est-ce qui était prévu et qui n'est pas effectué? Ça s'appelle comme ça. Et pour regarder un peu sur le plan juridique ce qui va se faire. Enfin, c'est normal. Mais surtout, l'histoire des factures. Le président de Cap Nord a demandé à ce que ce soit réglé d'ici la fin de l'année. Eh bien, pour Noël. Il y a intérêt. Pour Noël. Voilà. Bon, alors... Et puis Eddy, pour finir, mais non, il faut que je le dise. Très rapidement. Mais très rapidement, j'étais sympa. J'ai pas parlé du taux prévisionnel la dernière fois d'interruption de service entre les deux, du taux de réclamation, tout ça. J'ai été vachement sympa. S'il fallait que je dézingue le truc, bref. Le mot dézinguer doit être un peu sacralisé. Oui, voilà. Ce soir, nous avons uniquement parlé de la Sor, qui évidemment semblerait à l'origine de plusieurs dysfonctionnements, mais ne vous inquiétez pas, alors, on va faire notre enquête. Je voudrais quand même ajouter que peut-être qu'en matière de dialogue social, si on avait fait intervenir les médiateurs aussi un peu plus tôt, en amont, on aurait peut-être pu désamorcer aussi ce conflit. Oui, mais les médiateurs ont été doublés par les avocats. L'histoire de gros sous. L'histoire de gros sous. Stop. Si on continue, on n'aura plus le temps. Et vous savez comment je tiens à ce que nous restions dans les clous. C'est parti. Alors, vous savez que la majorité des élus du Congrès sont persuadés que la population devra être, on va dire éduquée, renseignée, pour que nous allions vers un changement de statut, puisqu'il y a eu un vote quasi unanime, à l'exception d'une abstention. On cherche encore qui. On va trouver. Sur une espèce de consensus global. Ça faisait le cœur de l'actualité chez nous cette semaine, la semaine dernière plutôt, sujet. Le congrès des élus de Martinique se tient ici, à la collectivité territoriale à Fort-de-France. Pendant 2 jours, les parlementaires, les maires, les conseillers territoriaux, mais aussi plusieurs responsables de différents partis politiques débattront de l'avenir institutionnel de l'île, notamment de la possibilité pour la Martinique d'obtenir un pouvoir normatif, c'est-à-dire la capacité d'adapter certaines lois nationales aux réalités locales. À l'heure où la relation avec l'État est questionnée, les élus martiniquais se réunissent pour tracer un nouveau cap. On n'a jamais connu un niveau aussi important de représentation de la population à l'Assemblée. Sur 81 élus, pour tenir les cumuls,
il y a près de 64 à 65 présents. Une première au sein de la CTM qui réunit députés, élus locaux, partis politiques de tous bords et même syndicats. Ces 2 jours de débat tourneront autour de 4 grands axes. Le renforcement de l'autonomie productive du territoire, le renforcement des enjeux environnementaux, le positionnement économique de la Martinique au cœur de la Caraïbe et la garantie de l'équité, de l'inclusion et de l'émancipation collective. Des sujets qui animent déjà les propos introductifs d'aujourd'hui. On a parlé beaucoup de questions liées à l'éducation, liées à l'accès au foncier, liées au transport, liées au pouvoir fiscal. Il y a un certain nombre de sujets qui préoccupent les élus, qui préoccupent aussi la population, même si elle n'a pas toujours le sentiment d'y être directement liée, mais qui demeurent essentiels et sur lesquels il faut qu'on arrive à avancer d'un commun accord, même si cet accord il ne sera pas parfait à 100%. Un accord qui va devoir attendre l'avis et le positionnement de chacun. Pour ce premier jour, certains désaccords se sont déjà ressentis, notamment entre Jean-Philippe Nilor et Justin Pamphile. Des échanges qui n'inquiètent pourtant pas les autres intervenants. Je ne sens pas une assemblée tendue sur le sujet essentiel du jour. Il y a un vrai constat qu'il existe un certain nombre de verrous qui bloquent certaines situations et que personne ne peut se priver de souhaiter que ces verrous-là soient plus souples et nous permettent de desserrer les taux sur le quotidien. De son côté, Serge Letchimy, lui, souhaite trouver un consensus entre les élus, tout en restant dans cet objectif d'autonomie. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions extrêmement fines et précises, sans être dans le doctrinal, c'est-à-dire vouloir avoir son propre combat d'autonomie, son propre combat pour l'indépendance, donc converger vers quelque chose de précieux. Et pour nous, ce qui peut être accepté par la population à terme, parce que c'est la population qui va se prononcer, à terme, c'est d'aller vers une conjugaison du droit à l'égalité et du droit à la différence, les deux. Les débats ont en tout cas continué jusqu'à ce soir et reprendront dès demain à 9h. Bon, vous l'avez compris, contrairement à ce qu'il était prévu, les débats n'ont duré qu'une seule journée. Consensus oblige, mais Olivier va nous expliquer ça, probablement dans le détail. Il y a eu un vote unanime, en tout cas unanime sur les présents, moins une abstention, sur une espèce de plan de développement avec une espèce d'agenda, appelons ça comme ça, congrès en 2025, je vous rappelle ça rapidement, co-construction avec la population 2025-2026, réunion publique, consultation citoyenne, sondage, enquête, négociation avec le gouvernement 2025-2026 toujours, et consultation du peuple martiniquais 2026-2027. Olivier, vous qui êtes un observateur avisé de ces turbulences sur le statut, appelons ça comme ça, j'ai l'impression qu'on veut aller extrêmement vite là, hein, parce que 2025 c'est fini, et puis 2027 il y a une élection présidentielle, on est bien d'accord. Donc on est dans une espèce de couloir 2026-2027. Oui, alors il faut rappeler que la motivation de cet empressement-là, c'est la fenêtre de révision constitutionnelle ouverte par la Kanaki et la Corse, hein, ouais. Donc, dans laquelle veut s'engouffrer donc, la Martinique pour profiter donc, de cette révision constitutionnelle-là pour pouvoir changer et pouvoir établir un pouvoir normatif en Martinique. La grosse difficulté, le gros challenge des élus, c'est la confiance. C'est-à-dire que très clairement, la population martiniquaise ne fait pas confiance à ses élus. Comment vous pouvez affirmer ça? Alors, j'ai sous les yeux un sondage, hein, donc, fait selon la méthode des quotas, que vous connaissez bien, donc, qui date d'août 2025, qui a été réalisé par le cabinet ETOM à la demande du MODEM Martinique, hein, de Max Orville. Max Orville, pas très favorable à l'évolution statutaire. Hein. Mais bon, j'ai vérifié un peu la méthodologie, ça me semble fiable. Hein. Oui. Et à la question, faites-vous ou non confiance aux élus de la CTM pour assumer de plus grandes responsabilités si la Martinique changeait de statut et accédait à l'autonomie, il y a 68% de Martiniquais qui disent non, on ne fait pas confiance aux élus. Ouais. Mais bon, on s'en doute un peu. Hein, on l'entend bien dans la rue, dans nos conversations. On sent bien qu'il y a un problème de confiance. Mais pourquoi les élus, à ce moment-là, tiennent tant à aller de l'avant? Alors, parce que je pense que, d'une part, on sent bien chez Serge Letchimy, parce que c'est lui qui a la manœuvre, c'est lui qui emmène un peu tout le monde, c'est
il a dit mission accomplie. Et il nous a dit au revoir, là. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Il a dit je tire ma révérence. Voilà. Donc il nous a dit au revoir, mission accomplie, j'ai fait mon job, voilà. J'ai honoré l'héritage d'Aimé Césaire. Voilà. Ma promesse à Aimé Césaire. Lui, il est en fin de mandat, il est en fin de carrière, il veut clôturer sa carrière. Bon, donc il y a cet élément-là. Mais il y a aussi un élément, c'est que le personnel politique sait communiquer avec la population pour gagner une élection. Il sait aussi accueillir donc, les doléances et traiter les doléances des... Mais par contre, en Martinique et ailleurs aussi, le personnel politique ne sait pas co-construire une vision partagée de l'avenir. Ça, ils sont incompétents, ils ne savent pas faire. Et je pense que c'est un véritable enjeu. Et quand on lit la motion qui est sortie donc, de ce congrès-là, il y a des considérants au départ, et c'est des considérants qui disent ben voilà tout ce qu'on ne peut pas faire. Et ils disent plus ce qu'on ne peut pas faire que ce qu'ils veulent vraiment faire. Et je pense que le gros challenge, c'est de pouvoir accueillir la parole des citoyens et dire mais dans quelle Martinique vous voulez vivre? Et ça demande un changement de posture, un changement de culture. Assez radical. Assez radical chez le personnel politique, mais s'il veut embarquer la population, donc avec lui, il doit lui dire la vérité. Oui, je pense que le personnel politique doit demander à la population à quelles conditions vous accepteriez qu'on nous donne plus de pouvoir. Et je pense que là, il y aura un dialogue nouveau, plutôt que de venir de façon très péremptoire. Mais c'est raté d'avance de toute façon, non? Non, mais s'ils viennent en disant, écoutez, mes petits-enfants, je vais vous expliquer pourquoi il faut changer de statut, voilà, ce que vous ne comprenez pas. Donc s'il vient dans une relation, je dirais, de parent à enfant, là, c'est foutu, là. Merci, Olivier. Excellent. Christian, est-ce que le RPRAC a raison de dire « Mais pourquoi vous commencez comme ça et après vous demandez aux gens s'ils veulent changer de statut ?» Mais pourquoi on ne commencerait pas par dire « Avant qu'on commence à débattre, est-ce que vous êtes d'accord pour changer de statut ?» Ils n'ont pas totalement tort, le RPRAC, parce que je crois que tu as bien fait de dire que les hommes, ça compte des fois. Donc Letchimy, il est en fin de parcours, etc. Il a envie de marquer l'histoire. Et comme ça correspond quand même à une volonté, je pense, majoritaire des élus martiniquais, il n'y avait pas de sujet là. Le sujet, c'est pourquoi faire. Ça va commencer. Comment, quel type d'institution on met en place, etc. Mais là, il n'y avait pas trop de sujet. La preuve, c'est que ça a duré un jour. Bon. Donc le RPRAC n'a pas totalement tort en disant, et pas seulement, les syndicats, etc. Oui, il y en a d'autres. C'est du bon sens. Moi, je crois que là où ça pêche, c'est que si le peuple ne veut pas, il n'y aura pas. D'accord ? Oui, mais pourquoi attendre tout ça de temps ? Ils disent, mais pourquoi attendre tout ça de temps jusqu'en 2027 pour les interroger ? Parce qu'au moment où on va les interroger, on va leur dire exactement, on est bien d'accord, on va leur proposer un statut, quelque chose comme ça. Mais l'opportunité du changement de statut, pourquoi ça ne se fait pas avant ? Pour moi, c'est tout qui n'est pas bon, honnêtement. Honnêtement, c'est une image que j'en prends en disant ça. Pourquoi ? Parce que... Vous parlez de la méthode ? La méthode. Ouais. Soit on est dans une démarche où on sait que aucun pouvoir colonial, comme on veut, aucun pouvoir néocolonial, aucun pouvoir fort, centralisé, jacobin, ne se laisse dépouiller de bon cœur ou par consentement mutuel. Ouais. OK ? Ce rapport de force. Enfin, vous parlez de dépouiller d'un territoire. Hein. Oui, bien sûr. En termes de prérogatives. Ouais. Parce que je sais comment ça se passe là-haut. Hein. Les directeurs d'administration centrale, ils ont leur pouvoir. Vous avez été au cœur du Nord. Bien sûr. Ouais. Ce n'est pas le ministre qui décide le ministre vient dire j'aimerais que... Oh, il dit mais non, monsieur, ça ne tient pas la route pour telle raison. Donc, là, vous parlez des hauts fonctionnaires. Bien sûr. Ouais. Directeurs, sous-directeurs, chefs de bureau, c'est eux qui ont le pouvoir réel là-haut. Évidemment, dans le cadre d'une grande ligne politique, mais c'est eux qui ont le... Donc je dis, soit on est conscient de ça, et on est conscient d'autre part que la population n'est pas totalement préparée et favorable, puisqu'avec ce que tu dis, la suspicion vis-à-vis de la manière dont ça fonctionne. Donc il aurait fallu, à mon sens, avoir de la pédagogie militante des élus. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Avant. C'est-à-dire, à chaque dossier où ça pose problème sur l'eau, sur le transport, sur la fiscalité, etc., voir la population et montrer qu'on est d'accord pour faire évoluer sur ce terrain-là les prérogatives que l'on réclame. En fait, ce que vous dites, je résume,
dès qu'il y a un problème avec quelque chose qu'on contrôle ou qu'on gère, leur dire voilà pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Bien sûr. Et donc, il faut aller plus loin en termes de responsabilité. Oui, et moi, je mènerai une campagne coordonnée avec ceux qui sont d'accord pour une évolution statutaire sur la base de ce principe-là pendant 1 an ou 2 ans, en mobilisant la population. Vous n'avez pas peur qu'en leur montrant les problèmes, ils rigolent en disant « Ah, d'accord, finalement, vous n'êtes pas qu'avancé parce que vous n'êtes pas ça fait ». Non, je pense que la conscience évolue avec l'expérience. Bon, très bien. Gardez votre fil. Claude, alors vous, on sait déjà que vous êtes extrêmement critique à la fois sur la méthode. Oui, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Bon. Oui. Donc je fais un résumé, parce que j'ai regardé vos anciennes interventions. Oui. On sait que vous êtes critique, mais là, il y a quand même une nouveauté. Il y a unanimité. Le truc classique, c'est « Ah ouais, quand les Martiniquais arrivent devant le gouvernement, chacun a son idée, ils ne viennent jamais comme les Réunionnais. » Là, unanimité. De façade? Oui, de façade. De façade parce que j'ai écouté en replay, d'abord un peu en direct une partie, puis après en replay par petits bouts quand je pouvais, mais j'ai tout écouté le congrès. Non, je suis désolée, de façade. Enfin, quand M. Marie-Sainte, qui est rectiligne avec sa position qu'il a toujours eue, et ce n'est pas une critique, parce qu'au moins lui, il est rectiligne, pas qu'à fait d'ailleurs. Eh bien, la critique, c'est pour les autres, là. Non, mais il dit, on monte, c'est un escalier qu'on est en train de prendre et qu'on va prendre marche après marche vers l'indépendance. C'est clair, mais il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors non, il y avait quand même des nuances. Fred Michel Thiraud n'est pas du tout complètement sur la même longueur d'onde. Il faut arrêter là. Alors, pour le moment, j'avais déjà dit, pour le moment, de toute façon, ils sont statués sur ce qu'ils vont faire. Enfin, l'agenda et la méthode, comme vous avez dit. Pour le moment, c'est un grand trou. Il y a les lignes, rien. On ne sait pas du tout. Il y a des années, hein. En clair, en 2027, on sait où. Alors, on sait que au niveau de la domiciliation du pouvoir normatif et des compétences, on sait qu'on ne va pas demander la sécurité, police, gendarmerie, et qu'on ne va pas demander la justice. Pour le reste, alors là, c'est à la Prévert, santé, éducation, fiscalité, transport, environnement, toute bagaille, culture, agriculture, emploi, eau, assainissement, etc. Bon, on voudrait avoir tout ça. Non, mais le problème de fond, aujourd'hui, là, quand on voit comment ils font pour gérer un petit machin, ouais, mais cet argument-là, il est éculé. Non, faut respecter. On ne va pas le ressortir systématiquement. Non, le CESEM, et bravo au CESEM, ils ont fait une étude. Ils ont fait des lacous, machin, ils ont rencontré des gens dans des communes, ils ont fait une note de synthèse qui montre ce que les Martiniquais, aujourd'hui à l'instant T, pensent. Eh ben, ils pensent qu'il faut régler leurs problèmes quotidiens d'abord, avant de commencer à délirer sur autre chose. Mais non, c'est pas une surprise. Est-ce que ça interdit l'idée de réfléchir à l'avenir? Non, ça n'interdit pas du tout de réfléchir, mais pour le moment, si vous me demandez, et à n'importe qui a écouté le Congrès, ce vers quoi on va, vers quel schéma, voilà, est-ce qu'on va, ça va être quel type? Alors, le président Letchimy dit, ça va être un type à la martiniquaise, parce que lui, il voudrait son article à lui tout seul. Donc, il ne faut pas lui parler ni de Polynésie, ni de Calédonie, ni d'autres choses. C'est un machin martiniquais. Ni 73, ni 74. Le président de la République a rappelé tout de même que, certes, transfert de compétences, ça va avec une perte de certains droits. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est pas très sympa. On va négocier. Enfin, ce qui est rassurant, parce que bon, faut quand même être faut être un peu pragmatique quand même. Vous avez vu l'état du gouvernement là. Et puis maintenant on est à 20 mois, c'est ça de la présidentielle maintenant. Je veux dire. On a le temps que ça se fasse et tout, on va voir. Mais ce sera un vrai sujet. Pour finir, je conclue sur un vrai sujet un vrai sujet au niveau de la présidentielle, d'abord, et un vrai sujet au niveau des futures élections de la CTM. Voilà. Très bien. Bon, ça nous ramène à 2028. Là, on aura un vrai schéma 2028, c'est après 2027. Un vrai schéma et pas un chat en sac. Pas un Maine Coon. Ouais, un peu plus gros que ça. La dernière fois, vous aviez dit que c'était... Un Maine Coon. Un Maine Coon. Pas un Manicou. Hein. Un Maine Coon. C'est des gros chats. C'est des plus gros chats. 20 kilos. Vous qui êtes une ancienne candidate au Conseil régional, vous vous rappelez? Oui. Vous vous intéressez de manière, je dirais, extrêmement précise à cette évolution, parce qu'il y a des répercussions considérables en matière économique. Alors, Claude a raison quand tu as dit tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, parce que j'ai écouté, il y en a un qui a dit mais ce serait l'occasion d'édicter nos propres lois.
c'est passé, personne n'a relevé. Et il y en a un autre qui a dit, il faut y mettre un accès préférentiel au marché pour les entreprises locales et du foncier aux Martiniquais. Oui. Bon, alors, et l'emploi. Quand c'est si peu précis, quand c'est un peu édulcoré pour arriver à un consensus, ça vous alerte ou pas? Alors, effectivement, j'ai déjà écouté beaucoup de choses comme ça, de congrès, de paroles, d'intentions qui n'ont pas été eues de réalisation. Donc c'est pour ça que moi je me dis, il y a un mieux, parce qu'ils l'ont fait en 24 heures. On n'a pas pris 3 jours pour pouvoir, pour Claude et Christian, pour pouvoir parler de choses dont on savait déjà. Donc, attends, je reviendrai, Christian. Donc je me dis, ils ont pris 24 heures pour arriver à un texte qui fait à peu près consensus et effectivement qui est relativement vide vu que, bon, faut commencer à élaborer la discussion. Alors effectivement, il y a un agenda, je n'ai même pas vu qu'il y avait un agenda. Donc il y en a un. Bon, c'est une avancée, saluons les avancées. Maintenant, il faut délivrer. Pourquoi le peuple est en défiance? C'est parce qu'on a des élus qui sont aux manettes dans la collectivité, dans les communes, etc. Et qu'on voit que les choses du quotidien n'avancent pas. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Claude. Pourquoi on va aller te donner plus alors que déjà ce que tu es censé faire pour l'eau, les déchets, le transport, Vous savez qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Les corps font exactement la même chose. Non, attendez. Moi j'aime bien regarder les endroits où ça marche. Ouais. Je viens de faire une petite interview avec Saint-Barthélemy, vous voyez, une île qui a connu un gros cyclone, et pourtant sa saison touristique ne s'est pas effondrée, parce que tout le monde a eu consensus, à partir du moment où le vent s'est arrêté, qu'il fallait tout faire, nettoyer, etc., pour pouvoir sauver la saison touristique. Ils ont une vision commune. Ils peut peut-être qu'à manger coyot entre eux, mais cette vision... Le dernier rapport de la Chambre... Non, mais n'empêche que ils vont dans une direction. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un groupe d'hommes et de femmes qui se sont dit, eh ben, nous voulons aller dans cette direction-là, être une île touristique haut de gamme. Eh bien, ils ont mis le paquet pour devenir une île touristique haut de gamme. Attendez. Non, mais on s'en fout. C'est un territoire. On est petit. On n'est pas la France ou le Japon. On est petit. On peut arriver à faire des choses. Or, ce qu'on voit depuis la création, enfin voilà, je ne remonte même pas à la Saint-Glinglin, je mets simplement le processus de création de la collectivité unique. La CTM. On n'a pas eu de réalisation efficace pour ça, alors qu'on aurait dû avoir un outil qui nous permette d'aller de l'avant. Or, déjà ça, tu n'arrives pas à le faire et tu veux encore plus. OK, mais fais déjà de manière à ce que la CTM fonctionne bien, que les entreprises soient payées, que les dossiers soient suivis, que l'organigramme sorte, etc., etc. Et puis après, attends, il n'y a pas de problème. On est dans un contexte d'évolution générale, mondiale. On a compris le message. Donc bien sûr, on peut y aller, mais bon... Alors, je laisse réagir, mais quelques secondes, hein, Christian. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le fait de faire un congrès, de poser le problème, c'est positif. Je n'ai pas dit que ça, c'est pas positif. Il n'y a pas de souci. C'est un progrès historique, quoi. Mais je dis que la méthode n'a pas été bonne. Oui, on a bien compris. Et que la méthode pose un problème pour la suite. Vous verrez que ça posera un problème pour la suite. Oui, pour compléter ce que disait Francette, il faut quand même saluer donc, les initiatives de Béatrice Bellé, qui a demandé quand même que l'évaluation de l'action publique soit vraiment mise possible au menu. Par la Chambre régionale des comptes. Autre chose aussi, donc, Catherine Conconne a prévu de faire, donc, et a eu carte blanche. Donc, il y a un groupe de travail qui va être nommé pour faire l'évaluation de la gouvernance de la CTM, qui a été créée donc, en 2015 par la loi du 27 juillet 2011. Alors, moi, la recommandation que je ferais donc, aux élus, c'est de faire ce bilan-là avec les citoyens, pas entre soi seulement, et de le faire aussi avec le personnel de la collectivité territoriale aussi, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas très bien à l'intérieur. Et de le faire aussi donc, avec les médias, les experts, bien sûr, les forces vives de la Martinique, de faire quelque chose de vraiment participatif. Alors, partagé. J'ai un petit mot quand même. 10 secondes, pas plus. Sinon, vous savez ce qui arrive au plus et au moins. Non, simplement, je voudrais dire, je me suis interrogée, je m'interroge toujours. À la limite,
je veux dire, ce consensus, il faudrait qu'il dépasse et qu'il soit au niveau de toutes les collectivités. Comment se fait-il que la Réunion, elle s'accommode pour le moment du statut qu'elle a. Parce que c'est inscrit dans la Constitution. Certes, mais elle s'en accommode. Elle peut demander à ce qu'il y ait un changement. Oui. Elle peut, mais elle s'en accommode. Ça me rend un peu perplexe. Par contre, pour finir sur une note positive quand même, je suis rassurée parce que le président, le PCE, s'est entouré d'un expert, véritablement, Ferdinand Mélin-Soukramanien, qui est réunionnais d'origine, mais qui sait bien de quoi il parle, donc ce sera bordé. Voilà. Très bien, espérons-le. Ça sera moins un chat en sac. Oui, il y a moins de chats, en fait, des chats moins. Oui. Alors, joli t-shirt. bon, vous savez que la semaine dernière, vous n'aviez plus de gouvernement, que vendredi, vous avez eu et plus de Premier ministre, tout simplement, et que vendredi, vous n'aviez toujours pas de Premier ministre, et que dimanche soir, pendant que vous dormiez, vous avez eu un gouvernement. Bon, pour ceux qui se réveillent, sujet. Sébastien Lecornu, de nouveau nommé Premier ministre. Après avoir remis sa démission ce lundi, 4 jours après, il est de nouveau choisi par le président de la République, Emmanuel Macron, pour composer un nouveau gouvernement. Chez nous, pour certains, cette nomination ne passe pas. D'autres sont plus mitigés face à cette décision. C'est encore une mascarade. Ça ne change pas, quoi. C'est toujours la même chose, la même politique. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire au président de la République actuel, M. Macron, Emmanuel Macron, il est temps de passer la main. Okay? Laissons tomber, ça n'apporte rien du tout, on n'avance pas. C'est pour montrer que c'est lui qui décide. Tu as dit que tu ne veux plus être Premier ministre, mais en fait, quand moi je te renomme Premier ministre et tu acceptes. La première fois, ça a été un peu difficile de réunir une assemblée pour qu'il puisse gouverner. Et bon, pourquoi ne pas lui donner une deuxième chance, voir comment les choses vont évoluer. Même 1 mois, 2 mois, et si après ça ne va pas, bon, on passe à la censure. Pour certains députés martiniquais, l'histoire se répète. Bis repetita, le président de la République ne semble pas avoir compris. Maintenant, il faudra faire avec M. Lecornu en tant que Premier ministre. Nous attendons la nomination des autres ministres. Et ce que moi je pense, c'est qu'il faut sortir de ce chaos politique parce que la population attend d'un budget pour pouvoir vivre sereinement. Les associations attendent, les entreprises attendent, mais ça ne se fera pas au détriment de la justice sociale auquel je tiens vraiment. Toutes ces histoires qui n'honorent pas d'ailleurs la politique en général et le personnel politique en particulier, eh bien, je crois que c'est fait pour endormir les gens, pour les détourner des vraies questions, des questions fondamentales et qui font que M. Macron ne veut pas changer de politique parce qu'il veut continuer à servir les mêmes au détriment des mêmes. De son côté, la sénatrice Catherine Conconne estime que la Ve République est à bout de souffle. En 1958, quand elle était conçue pour des grands blocs politiques importants, homogènes, cohérents. Aujourd'hui, on est passé d'une poignée de groupes politiques à 12 groupes politiques, avec tout ce que ça comporte, et en particulier une absence chronique de majorité. Personne n'a remporté individuellement, en tout cas au nom de leur groupe, les dernières élections législatives. Comment trouver une majorité dans un tel contexte, dans une telle ambiance? C'est ça l'équation du moment. Et on va changer de Premier ministre, y compris de président, si on ne résout pas cette nouvelle configuration du paysage politique français avec cette atomisation de groupes politiques. On va revenir systématiquement aux mêmes problèmes et aux mêmes conséquences. De retour à Matignon, le Premier ministre devra constituer un nouveau gouvernement au plus vite. On a envie d'employer des gros mots, mais on ne le fera pas. Rassurez-vous, Marcelin Nadeau n'était pas au Groenland, mais simplement sur le territoire national. Et il faisait froid. Francette, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi Emmanuel Macron ne dissout pas? Parce que voilà quelqu'un qui est bloqué sur son bilan et qui considère qu'il ne faut pas y toucher, alors qu'il y a des choses qui se sont mal passées pendant ces 2 quinquennats, c'est-à-dire d'une part le vote par 49-3 de la réforme de la retraite, qui a mis plein de gens dans la rue et qui ne satisfait personne. Deuxièmement, une dette stratosphérique, et qu'il faudra bien trouver des solutions. Or, dans les 2 cas,
faut toucher à rien. Faut pas aller chercher dans l'argent de ceux à qui il a donné un petit peu trop pour pouvoir combler les trous. Et la retraite, faut rester toujours dans le système de capitalisation, puisque c'est vers ça qu'on veut nous emmener. Et vous feriez quoi à sa place? Attendez, il y a eu un vote qui a donné comment dire, la gauche qui est arrivée, une autre majorité. Majorité relative. Mais n'empêche que il fallait aller vers une cohabitation. Et le gars ne veut pas. Et donc, du coup, de plus en plus, son périmètre se rétrécit, vu qu'on a le Cornu 2, après avoir eu Bayrou, Barnier. Et là, maintenant, quand on se dit, mais ça ne tiendra pas. Enfin, il y a tous les risques pour que ça ne tienne pas. Mais moi, je regarde toujours mon périmètre à moi. C'est-à-dire, je les laisse... se débrouiller? Non, pas se débrouiller. C'est-à-dire, je regarde les conséquences que ça a sur nous. Nous nous retrouvons avec une ministre, qui est une jolie dame. Naïma Mouchou. Elle a 44 ans, avocate, qui a commencé sa vie politique avec En Marche, qui est passée chez Édouard Philippe, et maintenant... voilà. Mais en fait, qui n'a aucune connaissance particulière, et ce n'est pas lui faire offense par rapport au dossier de l'outre-mer. Et nous avons des dossiers brûlants. J'en donnerai juste un qui concerne les entreprises. La loi de finances qui normalement doit arriver là, qui a été travaillée que par Bercy. C'est-à-dire que M. Valls qui avec part... des ciseaux. Et puis des gros ciseaux, c'est-à-dire 800 millions d'euros de moins pour l'outre-mer. Stop. Donc c'est... Stop, on y reviendra. De toute façon, on y reviendra. Olivier, on comprend difficilement qu'on puisse aller à tâtons de manière systémique dans un univers qui a implosé. Catherine Conconne l'a bien dit, mais qui a des conséquences, dont l'implosion a des conséquences catastrophiques sur l'économie, sur la vie des gens au quotidien. Ils s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est le cas, notamment les associations. Non, je pense qu'Emmanuel Macron se rend bien compte justement de la déflagration qu'il a produite depuis la dissolution de juin 2024, où là, il ne pouvait accuser personne. Il a pris sa décision tout seul dans son coin. Au soir donc, du résultat des élections européennes. Et là, le jeu que moi j'analyse, c'est qu'il prend tout son temps pour pouvoir donc, faire reposer la responsabilité de la dissolution sur les parlementaires et les partis politiques. À qui il va dire, vous voyez, j'ai essayé, vous n'êtes pas entendu, voilà, je suis obligé de dissoudre. Et c'est de votre responsabilité. Donc c'est complètement irresponsable. Parce qu'en effet, la seule solution qu'il n'a pas essayé, c'est de mettre un ministre de gauche. Et dans ce jeu-là, les socialistes ont vraiment... Je pense qu'ils sont en train de se griller complètement. Ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir par Bayrou déjà, avec le conclave pour la retraite. Donc ils se sont décrédibilisés déjà. Alors ils essayent de ne pas trop se faire avoir. Mais selon moi, ils devraient cesser de discuter avec ce gouvernement-là. Claude Titina a une autre, appréciation de la question, des réponses aux questions sur pourquoi il n'y a pas de dissolution. Alors, Parce qu'on est d'accord que tout le monde dit, si ça ne marche pas, dissolution. Alors ? Pour le moment, il ne veut pas dissoudre parce que, tout simplement, il n'a pas envie, pour le moment... Normalement, il aurait pu avoir nommé, tout le monde dit qu'il aurait dû avoir nommé un Premier ministre de gauche, il aurait pu avoir nommé Bardella, enfin Marine Le Pen Bardella, parce qu'elle était inéligible. Il aurait pu l'avoir fait. Tout le monde, là. Non, mais il aurait pu, 140 députés, plus les petits copains de Ciotti, plus aujourd'hui la moitié des LR qui disent, qui font des guili-guili. Après le Premier ministre de gauche. Voilà. Oui, d'accord. Après, oui, ok. Mais enfin bon, de gauche, le NFP, t'entends, ils s'engueulent, et puis après, ils peuvent se remettre pour les législatives ensemble. Bon, on voit bien sur les plateaux, c'est horrible ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, il le fait pas. Il essaye de tenir le truc. Comme tu l'as dit, il essaye au maximum pour arriver jusqu'à un certain point. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que là, s'il dissout, demain, de deux choses l'une. Soit on a effectivement un gouvernement, un parti majoritaire, comme je viens de le dire, le Front National, avec d'autres, on va arriver à 2. Aujourd'hui, les sondages donnent 100 parlementaires de plus à ce groupe-là. Donc ils sont à 140, ça ferait 240. Plus les autres, on arrive à la majorité absolue. Et avec la majorité absolue, qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent très bien faire voter certaines lois,
puisqu'ils auront la majorité absolue. L'une des principales, c'est le fait d'enlever tout ce qui est peine exécutoire. Et ça voudrait dire que Marine Le Pen pourrait, à ce moment-là, retrouver le fait qu'elle soit éligible. Ouais. Donc voilà, là, il a un dilemme. Donc il repousse au maximum. Il essaye. Bon, je vous rappelle que Claude est très bien formée. Oui. Elle a des liens directs avec Emmanuel Macron. Et donc, ça, c'est un vrai scoop. Mais c'est pas complètement stupide. C'est pas complètement stupide. Gagner du temps jusqu'en mars 2026. Et deux petites informations qui ne sont pas encore parues là. D'abord, il semblerait que le président de la République va proposer à Manuel Valls une mission pour la Calédonie, voilà. D'autre part, il faut savoir, tout Paris le savait, que Emmanuel Valls quand même envisage, il a tous ses réseaux qu'il a réactivés d'une candidature à la présidentielle, même si c'est en bas-feuille, mais ça fait partie des possibilités, il faut aussi le savoir. Donc il y a, voilà. Il y a ces petites informations. À mon avis, on aura des réactions à cette assez nouvelle. Et la ministre, je ne serai pas du tout longue sur les plus. La ministre, tout de même, qu'on critique beaucoup, je vois des tweets extrêmement misogynes. Elle ne connaît rien à l'outre-mer. Ce n'est pas complètement vrai, complètement faux. La force. Non, d'ailleurs, c'est intéressant. Non, c'est pas vrai, parce qu'elle a été secrétaire du groupe parlementaire aux Outre-mer, à l'Assemblée nationale. Elle a été dans la mission vice-présidente. L'Assemblée nationale. Non, également, mais elle a été surtout dans une mission sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et membre également de la commission sur d'enquête sur leur paillage en Guyane. Donc qu'on dise qu'elle ne connaît rien, c'est faux. Merci Claude. Christian, très rapidement. Marie Guévenoux. Très rapidement. On a fait le tour. Tout ça est complètement ubuesque. Ça nous mène où? Plus qu'ubuesque. Ça nous mène où, en deux mots? La catastrophe. Moi, je crois que je ne sais même pas si c'est un gouvernement. Non, mais c'est quoi la catastrophe? Est-ce que vous pouvez nous dire ce à quoi on doit s'attendre? La catastrophe est très simple. C'est qu'il aurait dû nommer Premier ministre de gauche. Il ne peut pas le faire, Macron, parce qu'il est prisonnier de son idéologie, de sa personne. Bref, il ne peut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Bon. Donc, il prend le risque de devoir voir casser ce gouvernement d'ici mardi. Demain, et puis il va faire quoi après? Donc vous prenez le pari que le gouvernement sera censuré. Il manque 25 personnes en gros. Et quand on compte vraiment les socialistes, sans les socialistes, il manque 25 personnes. Ouais. Donc avec quelques socialistes, quelques LR, même moins de 25. Ça va se jouer à 10, c'est fini quoi. Stop. Alors arrêtons. Terminé. On fait un peu de politique fiction, mais on est quand même contraint de vous faire sourire de temps en temps. Et là, peut-être qu'on va vous inquiéter, mais c'est les plus, c'est les moins, très rapidement. Et on commence par Olivier. Très bien. Alors, les plus de cette semaine, donc j'en ai deux. Ouais, donc, c'est le théâtre, pour rendre hommage donc, à des mapipis du théâtre. Donc, José Exelis, José Alpha et Lipénon aussi, qu'on salue, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Alors, José Exelis qui met en scène Ropso, qui sera donc à Tivoli le 25 octobre. Manuel et le boxeur de José Alpha, donc au tome du 29 au 31 octobre. Et puis Mama Wanakeira, donc qui est mise en scène par José Exelis et écrit par moi-même. Donc au Théâtre Aimé Césaire, 20, 21 et 22 novembre. Donc ça, c'est le premier. C'est le théâtre. Et puis le deuxième, c'est que la Martinique a fait la une de la presse canadienne ce week-end, notamment en matière de tourisme. Hein. Donc, et ça, c'est grâce à Valérie Vulquin, qui est une consultante spécialisée dans l'hôtellerie, le tourisme et le voyage, qui a été une collaboratrice du CMT. À New York. À New York, voilà, c'est ça exactement. Et qui, par ses réseaux et par aussi l'activation du CMT, l'action du CMT donc, dans cette zone-là, permet d'avoir une belle visibilité de la Martinique dans un quotidien qui est lu par 5 millions de personnes au Canada. C'est comme ça qu'on y arrive. Francette. Alors en fait, un plus, parce que j'ai décidé que chaque fois que je viendrai, je ferai que des plus, parce que l'instant est tellement triste qu'il faut montrer des choses qui fonctionnent, quoi, tu vois. Et donc, je veux mettre l'accent sur quelque chose qui était un peu à l'arrêt chez nous, le bassin Radoub, quoi. Voilà un équipement qui est resté plus ou moins en fonctionnement, voire dégradé,
Et là, il a été repris depuis 18 mois à peu près par une entreprise Martinique Shipyard. Alors, il y a des gens qui font derrière. Il y a les chantiers de l'Atlantique, ceux qui ont construit le Queen Mary, tout ça. Il y a Periou et puis... c'est des spécialistes, c'est des spécialistes. Des chantiers. Et voilà. Normalement, le Grand Port devait avoir remis complètement l'outil au niveau. Il y a encore des petits travaux, mais n'empêche que depuis à peu près 14 mois, ils commencent vraiment à exploiter. Et en une année, 2024, ils ont fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le truc explose parce qu'il y a une demande. Et en plus, ils sont en demande de prestataires locaux. Par exemple, le gars me dit... Aujourd'hui, j'ai des méga-yachts qui veulent venir. Je ne peux intervenir que sur la coque pour la peinture ou pour enlever la rouille, mais je ne peux pas intervenir à l'intérieur pour le refaire, etc., parce qu'il n'y a pas de prestataires locaux qui font ça. Donc, c'est vraiment... Intéressez-vous au bassin Radouble et ça va ramener de l'activité. Voilà. Bon, très bien. Et ils sont en recherche de salariés, de collaborateurs. Vous avez des gens courageux. Vous avez le message. Christian. Bon, alors moi, écoute, c'est sur l'international que je ferai mon moins. Tout le monde a applaudi aujourd'hui un discours de Trump, etc. Moi, je crois que Trump s'entend avec Netanyahou. Les Israéliens, jamais ils n'accepteront 2 États, jamais ils n'accepteront l'arrêt de la colonisation cisjordanienne, etc. Il y a eu un congrès, il y a eu une revue avec des jeunes écrivains et écrivaines palestiniennes. J'ai lu leur poème, leur écrit et tout. C'est terrifiant ce qu'ils écrivent sous les bombes et tout. Donc je leur ai fait une lettre. Ça dure 1 minute, je te la lis. 1 minute, pas plus. Ça dure 1 minute. Même pas. Pardon. Je te demande pardon, moi qui bois à satiété et mange plus qu'il n'en faut. Toi qui implores la farine, le miel, l'eau saumâtre et les camions hiératiques. Je te demande pardon, moi qui respire le parfum du jasmin au blanc de la rosée. Toi que l'odeur de poudre et de chair brûlée ne quitte plus. Je te demande pardon, moi qui pleure de joie devant les vols indomptables des colibris, des libellules et des morphos bleus de nuit. Toi qui longtemps as perdu dans le vacarme des bombes le chant des chardonnays. Je te demande pardon, moi qui chaque jour compte sur mon écran ces vies vaporisées et qui regarde en silence les casseroles affamées tintamarrées par-dessus les grillages, ces casseroles d'enfants émaciés qui s'accrochent insolemment à leur petite vie. Je te demande pardon, moi qui habite les pitons, la rivière et la mer, 3 frères de Gaza, qui habitent où tu es né, qui me dit être né en enfer et que son feu brûle sur terre. Je te demande pardon. Très bien, merci Christian. Claude, pour terminer. J'avais promis que je serais rapide. On a tous un pins ici, de Matété, voilà, Octobre Rose. Alors, c'est un petit big up à l'association Matété qui a qui a un local d'accueil qui est au 141 rue Lamartine à Fort-de-France, où on peut se procurer ces pins qui sont à 3 €, entre autres. Mais il y a beaucoup de choses et qui reçoit donc des femmes atteintes du cancer, des familles. Il y a énormément de choses qu'on peut y trouver. Donc, c'est un big up à cette association, à toutes les autres. Et surtout, j'étais samedi à Saint-Joseph, big up au maire de Saint-Joseph, Octobre Rose, on a bougé, dansé en rose, et ce sera dans la ville du Diamant également le 25, entre autres. Chaque semaine, il y a des événements, il y a toutes les associations, mais ce soir, mon petit coup de cœur va à Matété, à Nathalie Chilan, sa présidente, et à l'équipe. Merci pour elle. Alors, je vais faire très très court. Vous êtes probablement au courant que Nicolas Sarkozy sera incarcéré. Oui. On a la date, le 21 octobre prochain, à la prison de la Santé. Donc c'est un message à tous ceux qui, évidemment, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, veulent transgresser les lois. Absolument. Voilà. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont conviés à devant la 32e chambre correctionnelle. C'est la même qui a condamné Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Donc il faut faire attention. Je vous rappelle que la sécurité sociale de Martinique n'a plus de conseil d'administration. Là encore, message très clair. Et puis l'actualité, évidemment, politique et judiciaire est très dense ces temps-ci, mais elle risque de rester très longtemps. Parce qu'on nous annonce, alors ça n'a rien à voir avec la politique, mais certains en doutent, le très attendu procès du Seregmia, dans lequel 8 personnes devraient être entendues. Donc rendez-vous, suivez l'actualité. Et merci à toutes les équipes, merci à mes chroniqueurs intrépides et courageux, parce que sortis de là, à mon avis, vos téléphones vont exploser. Et puis, France 7, Florimond,
Elle boucle, c'est ça? Elle boucle la trilogie ou c'est le second? C'est le second. C'est le second tome. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Alors, si vous n'avez pas compris que c'est une indécrottable optimiste, lisez ce bouquin, procurez-le vous, et vous serez convaincus. La connaissance et la compréhension sauvent. Merci à toutes les équipes et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.